Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire et c'est en direct une fois par mois, le premier vendredi du mois sur le 92.1 sur radiograndlac.com dans ce grand bain de la vie locale. Mais que on l'aime, ce grand bain de la vie locale. Et puis on l'aime parce qu'on le fait pour vous, on le fait avec vous et on le fait avec passion avec ma complice et amie Sandra qui nous écoute de là où elle est en ce moment. 13h01, nous sommes en direct avec Julien pour C'est une autre histoire et on va fêter aujourd'hui Julien un double anniversaire. Oui. Bonjour déjà Julien. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les auditeurs. Tu es en forme ? Impeccable. Donc bonjour à Sandra aussi. Oui, tout à fait. On dit bonjour à Sandra. Donc, nous fêtons le premier anniversaire de cette belle émission C'est une autre histoire où une fois par mois, tu viens et tu nous parles d'un événement qui a eu lieu le même mois dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la Savoie, comme l'autre jour. Et puis bien Jean-Pierre, il t'a fallu 1 an pour comprendre l'objet de la chronique, donc c'est parfait. Voilà, aujourd'hui, on va être un petit peu encore en pleine forme. Et puis, on fête aussi un autre anniversaire. Il y a 201 ans hier que l'empereur Napoléon Ier nous a quittés. C'est ça. Alors, tu avais commencé ta première chronique par cela, sur le bicentenaire du décès de Napoléon Ier. C'était le bicentenaire. Maintenant, ça fait 201 ans hier. C'était le 5 mai 1821 sur ce triste rocher de Sainte-Hélène. Oui. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un de ses plus grands serviteurs, le maréchal Lannes, Jean Lannes, Roland de la Grande Armée. Tout à fait. Eh ben, écoute, je crois que nous sommes tout ouïs et nous sommes en direct sur Radio Grand Lac pour une heure, pour une petite heure d'histoire, de culture, parce que nous, à Radio Grand Lac, on aime la culture et on aime l'histoire. Eh ben, merci Jean-Pierre. Vas-y Julien. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 6 mai. Et pour moi, et j'espère pour l'équipe de Radio Grand Lac, c'est aussi un jour un peu particulier, puisque ça fait 1 an que vous avez, j'espère, la chance d'apprécier la chronique C'est une autre histoire. Le mois dernier, nous nous sommes plongés dans une histoire plus locale, puisque l'on a parlé de l'occupation de la Savoie par les rois François Ier et Henri II entre 1536 et 1559. Et dans l'heure qui arrive, nous allons suivre le destin d'un homme, le maréchal Jean Lannes, qui a disparu il y a 213 ans, le 31 mai 1809. C'est quelques jours après la bataille d'Essling, c'est à proximité de Vienne, en Autriche, pour vous situer géographiquement où se situe Essling. Donc j'aurais pu vous parler aussi des maréchaux Soult, le plus grand manœuvrier d'Europe selon Napoléon, Davout, le maréchal de fer, Bernadotte, qui par la suite est devenu roi de Suède. Tout à fait, roi de Suède, oui. Les maréchaux Ney, Murat. Murat qui a eu donc une triste fin aussi. Une triste fin, mais qui a habité pendant longtemps à l'Élysée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a d'ailleurs le salon Murat encore. Le salon Murat à l'Élysée. Et ces quelques noms de maréchaux de l'Empire napoléonien sont aujourd'hui entrés dans la légende et vraiment dans notre histoire. Jean Lannes n'était pas seulement l'un des maréchaux les plus talentueux de Napoléon, il fut aussi un ami, c'était certainement le plus proche de l'empereur. Il traversa à ses côtés l'ensemble des 5 campagnes militaires. Et pour vous dire à quel point les deux hommes étaient proches, Jean Lannes était l'un des rares qui pouvait tutoyer l'empereur. Mais commençons par le commencement. Jean-Pierre, on va entrer comme d'habitude dans notre petite capsule temporelle. Oui. T'attaches ta ceinture. Allez, et on va partir pour le Gers. On va pas partir dans un lieu très exotique, mais on va partir pour le Gers. Voilà, on va partir pour le Gers. On va parler de Jean Lassalle. Pas du tout, pas du tout. C'est un autre Jean. Et plus précisément la ville de Lectoure. Et on va se transporter jusqu'au 10 avril 1869, qui est le jour de naissance de Jean Lannes, fils de Jean Lannes et de Cécile Fourégnan. Vous savez, j'en avais déjà parlé dans une précédente chronique. Souvent, il était de tradition que le fils porte le nom du papa, donc oui, Jean Lannes et fils de Jean Lannes. C'était souvent comme ça, ou le nom du grand-père. Oui, c'est ça. Et ça sautait une génération. D'ailleurs, il est né en 1869 et il y a un autre homme qui est né en 1869, c'est Napoléon Bonaparte. Le 15 août. C'est ça. Cela explique aussi peut-être la proximité entre les deux hommes, mais on le verra dans quelques instants. Lannes est issu d'un milieu plutôt modeste. Son père est un marchand agricole. On ne connaît pas forcément très précisément sa jeunesse, mais comme vous le savez, les événements politiques s'enchaînent on va peut-être même pouvoir dire trop rapidement, et l'histoire, elle semble prise dans un élan, une sorte de tourbillon avec la Révolution française, et cette période historique très changeante, très mouvante, va pouvoir permettre à certains hommes de se révéler, et donc ça va être le cas de Jean Lannes, et qui s'engage dans l'armée
le 4 juin 1792, dans une armée, c'est l'armée des volontaires du Gers, vous l'auriez deviné, et il a 23 ans. Alors, 4 juin 1792, pour situer un petit peu, on est encore en Royaume de France, puisque C'est ça. la République arrive le 20 septembre. C'est ça, au mois de septembre. Et donc là, on est en plein pendant les guerres révolutionnaires. Donc Jean Lannes, il faut bien le retenir, il a débuté sa carrière tout en bas de la hiérarchie. Il n'est que sous-lieutenant le 20 juin 1792, et c'est un grade qu'il obtint après élection. Donc il se fait déjà élire sous-lieutenant. Donc on peut peut-être penser qu'à cette époque, déjà émergeant en lui un tempérament de meneur-d'hommes. Il ne va pas tarder à s'illustrer au combat. Alors c'est lors d'une guerre, vous savez, il y a différentes guerres pendant la Révolution française. Il y en a une qui est un peu tombée dans l'oubli. Ça s'appelle la guerre du Roussillon, qui s'est déroulée, on va dire, à la frontière périnienne. Voilà, tout à fait. Voilà. En Catalogne, un petit peu. Voilà, à la Catalogne. Opposant les révolutionnaires français aux royalistes, les Espagnols et les Portugais. Donc vous avez les révolutionnaires et d'autre côté, vous avez royalistes, espagnols, portugais, donc qui sont en guerre. Et Lannes, il va à cette occasion réaliser ses premiers faits d'armes. L'armée française des Pyrénées-Orientales, elle subit au printemps et à l'été 1793, revers sur revers, et la principale ville des environs, donc Perpignan, est même menacée. L'arrêt de l'offensive ennemie, elle se déroula le 17 septembre 1793, lors de la bataille de Perestorte. Alors, bataille un peu oubliée, mais quand vous y allez à Perestorte, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette victoire française, elle est éclatante, et Jean Lannes, il s'illustra au cours de cette bataille qui permet de stopper l'avancée espagnole lors de la guerre du Roussillon. Alors, dès lors, son ascension militaire, elle va s'accélérer au rythme de ses exploits guerriers. Alors, il est nommé lieutenant le 4 octobre, suite à un acte de bravoure, puis, pour les mêmes raisons, capitaine le 18 octobre. Donc déjà, on voit que très rapidement, vite, le jeune, hein, et voilà, on voit vite, que très rapidement, il arrive à monter les grades. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de monter en grade un en peu période de conflit, oui, bien sûr, voilà, qu'en période de paix. qu'en période de paix. C'est toujours la guerre qui fait les généraux. Hein. C'est ça. Et les généraux qui font les guerres. Un petit peu comme Napoléon, qui est monté très vite C'est aussi. ça, hein. tout à fait, tout à fait. On va voir, ils ont un peu... Ils ont plein de similitudes. ces plein de deux-là. similitudes, un peu une vie parallèle, on va dire. Donc, l'offensive... donc, vous avez vu, donc les Français arrêtent les Espagnols. L'offensive française, elle s'engage. Bien sûr, il faut une contre-offensive avec un objectif, l'invasion de la Catalogne. Mais l'opération, comme souvent à cette période, elle est mal préparée, elle vire à l'échec. Et Lannes subit une blessure sérieuse au bras. Alors, niveau blessure, vous pouvez les noter parce que vous allez voir pendant toute l'heure qui arrive, il va en avoir une quantité. Donc, Jean Lannes est blessé au bras, direction Perpignan pour quelques jours de convalescence. Alors, Mélone, on va le voir, c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, c'est Gascon, vous voyez, c'est un peu, vous voyez Cyrano de Bergerac, vous voyez, c'est des gens comme D'Artagnan. ça. Voilà, tout à fait. Donc, il a un tempérament, il peut pas rester passif, et la situation militaire, elle se dégrade. Perpignan est de nouveau menacé, et il faut bien sûr desserrer l'étau. Et on propose un audacieux coup de main contre l'ennemi. Vous savez, les coups de main, ce sont un peu parfois c'est pas des attaques massives, c'est souvent des attaques par surprise. Et donc, on propose à Jean Lannes de faire partie de cette attaque. Alors, on l'appelle alors qu'il a le bras en écharpe, voilà. Mais il mène une offensive, il arrive à enlever plusieurs positions ennemies, et il devient, à la fin de l'année 1793, colonel. Donc, tous les gradés s'accordent. Lannes a un courage indéfectible et un sens tactique hors du commun. On a pu voir que Jean Lannes, c'est plutôt une personne qui est basée sur l'offensive. Vous avez des spécialistes de la défensive. Alors lui, c'est plutôt une personne Un homme de caractère. de caractère qui monte à l'assaut. Et d'ailleurs, ses blessures prouvent qu'il ne reste pas à l'arrière. Il commande ses hommes, il y va. Et il doit cependant retourner à Perpignan pour soigner sa blessure, qui n'est pas encore guérie. Et là, il rencontre Jeanne Méric, dit Paulette, et il va l'épouser le 19 mars 1795. Les événements vont le rattraper. Il y a bien sûr la paix qui est signée avec l'Espagne le 22 juillet 1795. Et donc, l'armée des Pyrénées, elle n'a plus lieu d'être parce que l'Espagne est en paix. Et donc, cette armée, elle est déployée sur d'autres fronts. Et si je vous parle d'un ennemi majeur à cette période, alors il y a bien sûr l'Angleterre, mais sur le continent, c'est surtout l'Autriche. Et donc, Lannes... Oui, parce que ils sont liés à nous.
Donc, par rapport à la reine de France qui est. Voilà, tout à fait, Marie-Antoinette. Voilà, tout à fait. Venir sauver la sœur de l'empereur d'Autriche. C'est ça. Et donc, pour Jean Lannes, direction les plaines d'Italie, dont la conquête a été demandée à un certain Bonaparte. Donc, nous sommes en avril 1796, c'est la première campagne d'Italie. La légende napoléonienne va se forger et Jean Lannes y prendra toute sa part. D'abord sous les ordres du général Masséna, général que nous connaissons bien puisqu'il est né à Nice, qui était alors... Il y a encore la place Masséna. Voilà, tout à fait. Et il s'illustra lors de la prise de deux villes qui s'appellent Dego et Fombio. Et Bonaparte a repéré un peu déjà le talent du bonhomme. Et il dit du maréchal Lannes, enfin du futur maréchal Lannes, le chef de brigade Lannes, aussi brave qu'intelligent, est le premier qui ait mis pied à terre. Le succès du combat de Fombio est dû en grande partie au courage du chef de brigade Lannes. Donc on voit déjà qu'à peine sur le champ de bataille, Lannes se fait remarquer, et il ne se fait pas remarquer par n'importe qui, puisque c'est par Napoléon en personne. Jean Lannes s'illustra encore à de nombreuses reprises, lors de l'enlèvement du pont de Lodi, qui ouvre la route vers Milan, c'est une bataille aussi célèbre de la campagne d'Italie. Et là, de par ses faits d'armes, il reçoit un ordre qui va définitivement changer sa carrière. Cet ordre, c'est celui de s'occuper de la sécurité du quartier général de Bonaparte. Et donc, il entre sous les ordres directs de Napoléon Bonaparte. Donc, vous vous rendez compte que c'est un simple fils de cultivateur et en l'espace de 3 ans, il devint l'un des plus proches du général. Son ascension sera dès lors fulgurante, et d'ailleurs aussi fulgurante que celle de son mentor. Son nom est proposé pour la promotion au grade de général de brigade, qu'il obtint en convalescence, puisque en Italie, il reçut au combat une blessure légère. Alors en fait, il reçoit une balle dans la jambe, puis une plus sérieuse. En fait, il a la cuisse qui est transpercée par une baïonnette. Ne comptez plus les blessures, hein, vous allez voir, il y en aura d'autres. Il va ensuite, encore blessé, participer à la bataille d'Arcole. Donc même blessé, il participe aux batailles, au cours de laquelle il recevra de nouvelles blessures, comme l'a indiqué Napoléon dans son compte-rendu au directoire. Alors le directoire, c'est le gouvernement de l'époque. C'était le gouvernement entre 1795 et 1799. Avec 5 directeurs. C'est ça, 5 directeurs. Le général Lannes, blessé déjà de 2 coups de feu, retourna et reçut une 3e blessure plus dangereuse. En fait, cette blessure, il l'a reçue, Lannes, en protégeant Napoléon. La campagne d'Italie est un succès. Napoléon Bonaparte, il a négocié lui-même le traité de Campo Formio et il rentre bien sûr triomphalement à Paris. Lannes retourne à Lectoure, auprès de ses proches, où sa réputation l'a précédé. Et vous pouvez imaginer quelle est la fierté pour les villageois de ce petit village d'accueillir l'enfant du pays, qui est devenu maintenant, en l'espace de quelques mois, un véritable héros de guerre. Il est par la suite nommé à un commandement auprès de ce qu'on appelle l'armée d'Angleterre. C'est l'armée qui se prépare à envahir l'Angleterre, qui est, après l'appel de Campo Formio, le dernier ennemi à abattre. Et donc, il inspecte les ports, les fortifications, et bien sûr les hommes qui se préparent à traverser la Manche. Mais les rapports de Napoléon, nous sommes encore tôt dans l'épopée napoléonienne, mais les rapports de Napoléon, ils sont clairs. Une invasion de l'Angleterre serait prématurée, car bien sûr trop difficile, les Français ne sont pas maîtres de la mer. D'ailleurs, on peut le dire, maintenant on le sait, ils ne le seront d'ailleurs jamais. Pour le directoire, qui a un pouvoir contesté et fragile, il se pose alors une question. Que faire de ce général prestigieux, Napoléon, qui est devenu bien trop encombrant? Et donc, le directoire donne des ordres et il demande à Napoléon de couper la route des Indes, qui est précieuse pour l'Angleterre, et l'armée doit prendre la mer en direction de l'Égypte. Ce sera la fameuse campagne d'Égypte, qui est aux mains des Ottomans, et bien sûr, Jean Lannes et du voyage. Et avant de parler un peu plus en détail de la campagne d'Égypte, je dirais même la fameuse campagne d'Égypte, je vous propose une petite pause musicale. Eh bien, on y va pour cette pause musicale dans l'émission C'est une autre histoire, une émission qu'on retrouve une fois par mois, le premier vendredi de 13h à 14h, et c'est tout bonnement passionnant. Restez bien connectés sur le 92.1, restez bien sur radiograndlac.com, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. La radio autrement, 92.1, radiograndlac.com, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, même encore bien plus que cela. La radio autrement, parce qu'on doit être la seule qui, 201 ans après
jour pour jour après le décès de Napoléon Ier, parle encore de lui à travers cet exposé dans C'est une autre histoire, l'émission historique et culturelle, entre autres avec l'épicerie culturelle du territoire, bien sûr. Donc émission de Julien où on parle d'histoire une fois par mois et là où on parle aujourd'hui du maréchal Lannes. Julien, vas-y, on t'écoute avec attention. Donc, nous avons vu les premières années du futur maréchal Lannes, ses premiers faits d'armes. Et donc, avant la pause musicale de AA, que vous avez tous reconnu, nous avons commencé à évoquer la campagne d'Égypte. Donc, pour faire un petit trait d'humour avec la musique précédente, je vais faire la campagne d'Égypte. Ah, d'accord, voilà. Ok, voilà. C'est les 1 an de Julien aujourd'hui. Alors, il est en forme. Ou comment, fait rare dans l'histoire, une défaite stratégique militaire s'est transformée en une victoire politique et surtout scientifique. Donc, la flotte française lève l'ancre depuis Toulon le 19 mai 1798 et avant d'arriver en Égypte, les troupes françaises arrivent devant l'île de Malte, des chevaliers de l'ordre de... Jean-Pierre ? Les Comment ? chevaliers de l'ordre de... Qui défendent l'île de Malte. Ce sont les chevaliers de l'ordre de... Malte. Oui, non, mais bien sûr, non, mais je trouvais ça si simple. Qui sont en fait les successeurs des Templiers. Bien sûr, oui, tu as fait l'ordre. Donc, l'île de Malte, elle est prise rapidement. Hein, vous savez, c'est un petit bout de caillou, de à peine 50 km². L'île est prise rapidement. Et Lannes s'illustra encore, mais cette fois, sa bravoure faillit lui coûter la vie et aussi celle de ses hommes. Donc, Bonaparte le convoque et une dispute terrible s'engage et un ordre lui est donné de se faire tuer, mais seulement quand le futur empereur Napoléon le décidera. Les Français débarquent à Alexandrie entre le 1er et le 2 juillet, donc en fait ils prennent l'île de Malte et ensuite ils arrivent en Égypte. Et ils ont un objectif, bien sûr le Caire, vous en doutez, prise après la fameuse bataille des Pyramides. La bataille des Pyramides est une éclatante victoire à laquelle participa le général Lannes. Bonaparte, c'est le maître du delta du Nil, mais Lannes, il n'a pas encore eu l'occasion de s'illustrer en Égypte. Et pour cela, il va en avoir l'occasion de ce que l'on appelle la campagne de Syrie, où l'ennemi, vous savez, les Ottomans, petit à petit, se sont repliés. Et Lannes participe à la prise de Gaza, Jaffa et Haïfa. Et il y a une ville qui se dresse alors devant les Français, c'est la ville de Saint-Jean-d'Acre. C'est un port très important. Et Napoléon ne peut pas prendre cette ville très bien fortifiée, donc il y organise le siège. Comment dire ? Lannes va y prendre toute sa part et il va mener divers assauts des murailles. Il fut blessé à cette occasion. Il reçoit même une balle au cou qui s'est logée près de l'oreille. Vous imaginez un peu cette blessure. Les assauts sur Saint-Jean-d'Acre se multiplient et ils se multiplient sans succès. Bonaparte organise un conseil de guerre avec ses généraux et il est décidé de lever le siège. En effet, les Français ont subi trop de pertes sur les champs de bataille ou des suites de maladies. Vous vous souvenez tous du fameux tableau Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa. Bien sûr, il y a eu des morts au combat, mais aussi plusieurs milliers, à cause de la maladie. Suite à cette campagne, Lannes va être nommé général de division, et le 10 mai 1799, il participe à l'éclatante victoire d'Aboukir, au cours de laquelle, repatatras, il se fait toucher par une balle qui lui traverse la jambe. Non, ça y est, on compte plus les blessures. Jean Lannes, bien sûr, il est en convalescence à Alexandrie et il apprend une nouvelle étrange. Et il apprend une nouvelle étrange. En fait, sa femme, vous savez qu'on appelait Paulette, elle a accouché le 12 février 1799 d'un petit Jean-Claude. Or, le problème, c'est qu'il n'a pas revu son épouse depuis le mois de janvier de l'année 1798. Qu'est-ce que c'est important de savoir que Jean-Claude est né le 12 février. Non, mais voilà, la petite histoire. Mais oui, c'est la petite histoire parce que vous saurez que Jean-Claude est né le 12 février 1799. Parce que c'est la petite histoire parce qu'il se rend compte en campagne militaire qu'il a eu un enfant, mais qu'il n'est pas de lui. Donc, la situation en Europe, elle n'est pas au beau fixe pour l'armée française, notamment du côté du Rhin. Et Napoléon, quand il l'apprend, il décide de quitter l'Égypte, de nuit, bien sûr, par mesure de sécurité. Et Jean Lannes le suit. Il retourne alors à Lectoure pour divorcer. Alors, bien sûr, au tort exclusif de Paulette, sa femme, bien sûr, qui était coupable d'adultère. Même si vous vous imaginez que le général n'est pas resté non plus très sage, très sérieux pendant les campagnes militaires, puisqu'il prenait, comme tout le monde, à cette époque, un repos du guerrier auprès, bien sûr, d'autres femmes. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Lannes se rend alors à Paris
car une fois encore, Napoléon a besoin de lui à ses côtés pour organiser rien de moins que sa prise de pouvoir. Nous sommes Alors la prise de pouvoir donc qui va créer le consulat. Voilà, c'est ça. On est le 18 Brumaire, Tout à fait, le coup le d'État. 9 novembre 1799. Les membres du Conseil des 500... Quel âge a Jean-Claude Oh, mais il est encore tout jeune, Jean-Claude. Et les membres du Conseil des 500, on va dire très rapidement, mais c'est pas ça, l'équivalent des députés, et donc cette chambre est présidée par Lucien Bonaparte, ils sont présents à Saint-Cloud, justement parce qu'ils craignent un coup d'État. Donc je vous la fais courte, mais le coup d'État réussit et Bonaparte devient premier consul. Durant ce coup de force, Lannes est resté à Paris, il n'était pas à Saint-Cloud, où il était chargé de s'emparer des Tuileries et de différents points politiques stratégiques de la capitale. Une fois la prise de pouvoir et le consulat effectif, Lannes est envoyé dans les Pyrénées afin de réprimer d'éventuelles révoltes contre le nouveau régime. Vous savez, parce qu'il faut d'abord stabiliser ce régime qui est tout neuf. Les consuls envoient des missions diplomatiques auprès des Anglais et des Autrichiens afin de mettre fin à la guerre. Là, on est dans la deuxième coalition qui débuta en 1798 et on peut dire que ces missions diplomatiques marchèrent du feu de Dieu parce que résultat, la guerre continue. Donc Napoléon Bonaparte décide alors de se porter au devant des Autrichiens. Donc au nord, il y a le général Moreau qui est envoyé en direction du Rhin. Et au sud, Bonaparte prend la tête de l'armée et se rend une fois encore en Italie. Donc si la première campagne militaire sur les plaines d'Italie a été un succès, la seconde fera entrer Napoléon dans la légende. Et bien sûr, Jean Lannes sera de la partie comme commandant de l'avant-garde. Je vous avais dit, bien sûr, que Jean Lannes, c'était plutôt un général qui était porté sur l'offensive. Napoléon, il confie l'avant-garde de ce qui n'est pas encore la grande armée, c'est l'armée de Napoléon. Il confie cette avant-garde à Jean Lannes, donc en fait, c'est la pointe de l'épée de l'armée française. Il traverse les Alpes au col du Grand Saint-Bernard entre le 14 et le 15 mai 1800. Et il a comme objectif de rejoindre Gênes pour briser le siège autrichien. Vous avez les armées françaises qui sont dans Gênes et les Autrichiens sont tout autour et empêchent les Français de sortir. Son avancée, elle est rapide, elle est même très rapide, parce que partout, les Autrichiens reculent. Partout, les Autrichiens se demandent comment font les Français pour aller si vite. Le 4 juin, les Français de Masséna, donc qui sont enfermés à Gênes, comme je vous l'ai dit, capitulent. Et donc, il y a une immense armée autrichienne qui peut alors se former, parce que bien sûr, le siège est enlevé, les Autrichiens peuvent se regrouper, et le danger devient maintenant très important. Napoléon demande à Lannes de se porter, comme toujours vers l'avant, d'entrer au contact des Autrichiens. Ce sera le cas le 9 juin, à Casteggio, lors de la bataille de Montebello. Je mets l'accent. Oui, tout à fait. Vas-y, toi, Montebello. Montebello. Lannes peut compter sur 6 à 7 000 Français. Côté autrichien, il y a un avantage numérique, parce qu'ils sont 12 000 hommes en position défensive, auxquels il faut ajouter 4 000 qui arrivent en renfort. Donc nous avons 7 000 Français et au total 16 000 Autrichiens. Le rapport de force, vous le constatez, est défavorable à Lannes, mais il va pouvoir faire jouer tout son sens tactique. Les combats durent 11 heures, Casteggio change plusieurs fois de main, mais grâce à l'artillerie, les Autrichiens reculent et finissent par se replier. Résultat, 3 000 Français mis hors de combat. Quand je dis mis hors de combat, c'est blessés, faits prisonniers et morts. Autant d'Autrichiens, sans compter 5 000 prisonniers et la prise de 6 canons. Donc c'est vraiment une éclatante victoire pour Lannes. D'ailleurs, Lannes, après avoir combattu toute la journée, il a déclaré « c'était chaud, très chaud ». Il aurait pu dire « cette fois-ci, c'était tangent ». Oui, tout à fait. Comme l'a dit tout De Gaulle en 62. C'est ça. La jeune garde française s'est confrontée à des soldats autrichiens plus aguerris. Et Napoléon ne se trompera pas sur l'importance de cette victoire, car en 1808, il nommera Lannes duc de Montebello. Mais ça, on y reviendra. Cette bataille, elle est certes significative, mais ce n'est pas une bataille décisive. L'affrontement qui va déterminer la deuxième campagne d'Italie, elle se déroulera le 14 juin 1800 sur la plaine de Marengo, célèbre pour son veau. Voilà, c'est ça. J'en étais sûr. Donc, après Lannes, le veau. Voilà, c'est ça. On fait une émission historique et pas une émission animalière. Animalière. Donc, Lannes est bien sûr de la partie. Il est placé sur le flanc droit du dispositif français et il fera preuve d'une réelle intelligence durant cette bataille
en organisant, chose rare, une défense pied à pied. C'est vraiment, il est dans un rôle inhabituel. Et au moment où les Autrichiens ont pris l'offensive, sa division est d'ailleurs durement touchée, avec 14 officiers tués et 40% de ses effectifs mis hors de combat. On peut vraiment voir qu'il a subi un gros choc, enfin, lui et sa troupe. Berthier, qui était le chef d'état-major, dira de Lannes qu'il a montré le calme d'un vieux général alors qu'il n'a que 31 ans. Après de rudes combats et une issue longtemps incertaine, les Français sont victorieux de cette bataille de Marengo grâce à l'intervention du général Dessay, qui est même tué sur le champ de bataille. En fait, il arrive sur le champ de bataille en renfort, il prend une balle dans le cœur, je crois, et ces hommes, il était vraiment adoré, et ces hommes ont eu envie de le venger et d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on a pu remporter cette bataille face aux Autrichiens. Cette campagne, c'est une éclatante réussite pour Napoléon, qui signera la paix de Lunéville et après la paix d'Amiens, ce qui est en fait un court répit dans une Europe en guerre depuis la Révolution française. En fait, l'Europe est constamment en guerre depuis maintenant plus de 10 ans. De retour à Paris en juillet, il devient commandant de la garde consulaire et il épousera le 16 septembre 1800 sa seconde épouse, Louise de Guéheneuc, alors qu'il était en fait épris de Caroline, qui était la sœur de Napoléon. Ah oui, mais elle va partir avec Joachim. Eh bah oui, elle a été promise à Joachim Murat. Mais bon, il a pu se rabattre sur son second choix, on va dire. Vous constatez, on fait un peu d'humour, mais les mariages d'amour à l'époque, surtout dans la haute société, l'aristocratie, au sein des généraux, n'étaient pas évidents. Mais en fait, entre Jean Lannes et Louise, entre le militaire et la fille de sénateur, l'amour régna et il y eut 5 enfants. Or, cette fois légitimes. Et l'aîné, d'ailleurs, qui est nommé Louis-Napoléon, a été plusieurs fois ministre et ambassadeur sous la Restauration et le Second Empire. Et d'ailleurs, le parrain et la marraine de Louis-Napoléon, fils de Jean Lannes, étaient Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais. C'est dire quand même la proximité qu'il y a entre ces deux hommes. Nous l'avons vu, Lannes, c'est un chef de guerre talentueux, brave, qui n'hésitait pas à mener ses hommes et même à se mettre au devant du danger. Et étrangement, Napoléon le nommera pour une mission pas tout à fait sur mesure. C'est ce qu'on va voir juste après la pause musicale. Après une courte pause musicale, si vous voulez en savoir plus sur la vie du petit Jean-Claude, né le 12 février 1799, savoir ce qu'est devenu Jean-Claude ensuite, et puis le maréchal Lannes, le grand maréchal Lannes. Restez bien sur le 92.1 radiograndlac.com. On revient dans quelques instants avec plein de bonne humeur et de sourire, puisqu'on fête aujourd'hui les 1 an de cette belle émission. C'est une autre histoire présentée par notre ami Julien Donzel, lui-même historien. On revient très vite, à tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et nous nous retrouvons pour cette dernière partie de C'est une autre histoire, émission animée par notre ami Julien, historien en chef. Et nous parlons du maréchal Lannes, nous parlons de Napoléon. Et je crois, Julien, que tu veux saluer une personnalité qui nous écoute en direct en ce moment et qui est liée à Napoléon, un souvenir napoléonien. Je voudrais saluer, parce que je sais qu'il nous écoute, monsieur Jean-Claude Perrotto, qui est le délégué Savoie-Dauphiné d'une association qui me tient à cœur, et aussi à Challes-les-Eaux, parce que nous avons un partenariat avec cette association, qui est le Souvenir napoléonien. Le Souvenir napoléonien, qui œuvre quasiment au quotidien pour essayer de faire connaître, de faire revivre l'épopée impériale, donc du consulat et de l'Empire, et également le Second Empire. Donc, merci à lui de nous écouter. Et puis on lance l'invitation en direct. On serait honoré de le recevoir ici en direct dans nos studios Aix-les-Bains avec toi. Je verrai avec lui, mais il n'y a aucun souci, d'autant plus qu'il y a une belle soirée qui s'annonce le 28 mai. On en parlera plus tard. Tu écoutes, nous en parlerons à la fin. Alors là, tu étais en train de nous parler du maréchal Jean Lannes et notamment d'une mission que Napoléon Ier va lui confier. Tout à fait. Alors, quelle est cette mission qui a été confié au général le plus talentueux des armées de Napoléon? Eh bien, le 14 novembre 1801, il est envoyé au Portugal comme ministre plénipotentiaire. Donc, cette nomination, elle peut sonner comme ambassadeur, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Comme une disgrâce. Alors, en effet, Lannes, comme commandant de la garde consulaire, il aurait fait exploser le budget. Et cela fait un peu désordre, alors que Bonaparte, il demande la plus grande vigilance sur les crédits alloués à l'armée.
déjà à l'époque, on était soucieux des deniers publics, mais entre une demande de faire attention au crédit alloué et aussi d'autres demandes qui proviennent parfois des mêmes hommes de faire en sorte que ces armées soient les mieux dotées possibles, il est parfois difficile de maintenir les budgets. Bref, nous allons passer sur cet exil doré au Portugal pour nous plonger directement au 2 décembre 1804. C'est une date ô combien célèbre puisque Napoléon, tout juste élu empereur, il est sacré à Notre-Dame de Paris. Je dis bien élu empereur puisque ça a fait l'objet, on va dire, d'un référendum. Et donc, suite au oui ultra majoritaire dans la société française, Napoléon se fait sacrer empereur à Notre-Dame de Paris. Lannes, il est bien sûr présent à cette occasion et il jouit d'un nouveau statut car depuis le décret impérial du 19 mai 1804, il est maréchal. Il est maintenant même maréchal d'Empire. Le désormais maréchal Lannes ne va pas tarder à reprendre ses activités militaires car Napoléon, il a en tête une grande entreprise, c'est l'invasion de l'Angleterre, le dernier ennemi qu'il reste à la France. Lannes rejoint l'empereur dans le Pas-de-Calais, mais en août 1805, patatrac, les choses se précipitent. L'Angleterre de l'ancien Premier ministre Pitt, les choses se précipitent. Premier ministre Pitt. D'accord. J'essaye aussi de faire dans le jeu de mots. Oui, bravo. L'Angleterre, jeu de mots de bonne aloi, 10 francs dans le Nourin. La parole est à Maître Capello. C'est ça. L'Angleterre finance une coalition formée par l'Autriche et la Russie. Ce sera la campagne d'Allemagne et d'Autriche, des célèbres batailles d'Ulm et surtout d'Austerlitz, où Lannes s'illustra à la tête de la 5e armée en entrant dans Vienne le 13 novembre aux côtés de Murat. On peut dire que Lannes n'est pas forcément, ne lui en veut pas de s'être fait piquer sa promise. Oui. Et donc il entre aux côtés du Murat dans Vienne. Et nous arrivons le 2 décembre 1805, un an au jour pour jour après le sacre de Napoléon. Et nous sommes lors de la célèbre, quand je dis célèbre, le mot est faible, c'est l'exceptionnelle bataille d'Austerlitz, où Lannes commande l'aile gauche des Français, mettant en grande difficulté donc le flanc droit austro-russe. Si Lannes est à gauche, les Russes sont à droite. Voilà. Le 2 décembre 1805, c'est une victoire qui est historique, et Lannes demande à rentrer rapidement sur Paris. Alors pourquoi est-ce qu'il demande après probablement ce qui est la plus grande victoire française de l'histoire, il demande à rentrer sur Paris, certainement, car il n'a pas apprécié que les lignes du bulletin de la Grande Armée, vous savez, le bulletin de la Grande Armée, c'était, on va dire, le journal de l'époque. Oui. Et Lannes, il est un peu vexé de ne pas avoir eu les mêmes éloges que les maréchaux Soult ou Davout, qui sont en vérité les vrais acteurs opérationnels de cette victoire. Soult, c'est celui qui a été qualifié à l'issue de la bataille de meilleur manœuvrier d'Europe, parce que c'est lui qui a pris le plateau de Pratzen, et Davout, c'est lui qui commandait, on va dire, les troupes qui venaient très rapidement de Vienne et qui ont permis à faire en sorte que les Autrichiens soient bloqués devant 2 villages qui s'appellent Tenitz et Sokolnitz. Mais bon, bref, on refera une émission au mois de décembre sur Austerlitz pour en parler. On peut même en parler pendant des heures de cette bataille. Et Lannes donc se retrouve à Paris et il n'apprécie pas forcément la vie de cour, puisque maintenant qu'il est maréchal, c'est un membre de la cour. Il a un autre statut, c'est plus qu'un militaire maintenant. Vous voyez, il a et tous les honneurs dus à son rang. Tout à fait. Et il passe le plus clair de son temps auprès de sa famille dans sa propriété de Maisons-Laffitte. Il en profite même pour retourner avec sa famille à Lectoure, là où il est né, pour revoir bien sûr ses proches, sa famille, etc. Mais une fois encore, les événements se précipitent. Quand je vous ai dit en début d'émission que c'était vraiment un tourbillon de l'histoire, vous voyez, il n'y a pas 6 mois qui se passent sans qu'il y ait un événement déterminant qui se déroule. Et nous sommes en 1806 et il y a un nouvel ennemi. Quand je dis un ennemi, c'est un ennemi majeur, c'est la Prusse qui arrive. Et la Prusse, elle est forte quand même de 200 000 soldats. Napoléon a donc besoin de ses maréchaux. Napoléon est conscient du danger. Et Lannes prend la direction de l'Allemagne et de la Pologne, où il commande une nouvelle fois le 5e corps d'armée et bien sûr l'avant-garde de ce qui est maintenant la Grande Armée. L'objectif pour les Français, il est clair, il faut prendre Berlin, la capitale prussienne. On parle bien de Prusse, pas d'allemand. Voilà. Encore d'Allemagne. Voilà. Lannes s'illustre lors de la bataille de Saalfeld, le 10 octobre 1806, au cours de laquelle est tué Louis-Ferdinand de Prusse, c'est le neveu du roi Frédéric II de Prusse.
Cette victoire, bien sûr, elle est non décisive, mais elle porta cependant un coup sérieux au moral des Prussiens. L'opposition finale aura lieu le 14 octobre 1806. Alors, autant les Français se souviennent beaucoup d'Austerlitz, qui est vraiment une victoire majeure, autant côté prussien et après côté allemand, on se souvient du 14 octobre 1806, puisque ce sont pour eux les défaites, je dirais même plus d'humiliation, des batailles de Jena et Austerlitz, où, bien sûr, Lannes est à Jena, au centre du dispositif français, et il participe à cette victoire éclatante des Français, dont le bilan pour les Prussiens il est terrible, 25 000 morts blessés ou tués, 106 canons pris contre seulement 2580 pour les Français. Nous avons un rapport au niveau des pertes de 1 pour 10. L'armée prussienne, au lendemain de Jena et d'Austerlitz, elle n'est plus en capacité de combattre, et en 24 heures, les Prussiens sont laminés. Ces défaites laisseront des traces dans les esprits allemands, et un jour, déjà. Cette humiliation devra être vengée. Et pour tout vous dire, hier, j'ai assisté à une exposition sur la guerre franco-prussienne, et dessus, il est noté, sans Jena, pas de Sedan. Sans Jena, pas de Sedan. Voilà. Donc on parle bien sûr de la chute de Sedan en 1870. C'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment une date pour nos amis allemands maintenant. L'histoire est un éternel voilà. recommencement. Et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, bien sûr, il y aura la deuxième. C'est ça, tout à fait. Après le traité de Versailles, Oui. il fallait aussi se venger. On fait une petite dernière pause musicale. Alors, on va faire une dernière pause, mais je voudrais que tu nous parles quand même de deux événements qui vont te concerner prochainement. Oui. Le 28 mai et le 10 juin. Oui, alors le 28 mai, donc le souvenir napoléonien se rendra à Challes-les-Eaux pour un spectacle lyrique et en costume d'époque. D'ailleurs, ce sera très sympa. L'entrée est libre, c'est à l'espace Bellevarde à partir de 18h30. Un spectacle qui va parler du rattachement de Nice à la France. D'accord. Voilà. Donc, entrée libre à partir de 18h30. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et le 10 juin, alors on change un peu d'époque, mais j'animerai le premier dîner, débat, conférence dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est le Château des Comtes de Châles. Et ce sera un dîner-conférence sur la bataille de France de mai-juin 1940. Et vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pouvez réserver. 1940, donc bien sûr, cette guerre est Tu seras là, Jean-Pierre? Oui, j'ai prévu d'être là. Sandra, elle sera là? Oui, tout à fait, elle sera là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réserver pour ce dîner du 10 juin? Alors, vous appelez directement le Château des Comtes de Châles au 04 79 72 72 72. Pas compliqué. Écoute, voilà, c'est tout noté, on aura l'occasion d'en reparler. Dernière pause musicale et ensuite on parle de la fin de ce Roland de la Grande Armée, de ce grand homme que fut le maréchal Lannes. À tout de suite, 92.radiograndlac.com. C'est notre ami Julien, c'est un an aujourd'hui. Le petit Jean-Claude est un petit peu plus vieux depuis. Allez, à tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale. On parle aujourd'hui du maréchal Lannes et on va parler, pour finir cette émission, c'est une autre histoire, de la suite et de la fin de la vie du maréchal Lannes. Julien, on t'écoute. Donc, nous avons parlé des victoires éclatantes à Jena et à Austerlitz le 14 octobre 1806. Les troupes françaises rentrent donc dans Berlin et restent en guerre les Russes. Et il va donc falloir les poursuivre et les combattre. Et cet affrontement se déroulera à Friedland, en Pologne, le 14 juin 1807. Lannes va avoir une part importante dans cette éclatante victoire française, puisqu'il va commander en personne les Français en attendant l'empereur qui est en chemin. Les Français, une fois encore, sont en infériorité numérique, 66 000 contre 84 000 Russes. Et pour combler ce manque, Lannes mise sur la mobilité de ses troupes et se lance dans des manœuvres complexes, mais parfaitement exécutées par une armée qui est aguerrie, qui a l'habitude de manœuvrer. Et en fait, en manœuvrant, il arrive un peu à combler ce déficit numérique, puisque les ennemis pensent que les Français sont bien plus nombreux. Napoléon, qui arrive sur le champ de bataille après le début des combats, n'a qu'à en fait finaliser l'exécution du plan. Les Russes sont débordés, la victoire française est totale après un terrible combat d'artillerie. Côté russe, 15 000 morts, 10 000 prisonniers, contre côté français, 1645 tués et 2426 prisonniers. Le traité de Tilsit de juillet 1807 scelle le démembrement de la Prusse et prévoit la création du Grand-Duché de Varsovie. Nos amis polonais s'en souviennent encore.
Année 1808, la guerre fait toujours rage et Lannes, en plus de maréchal, va entrer officiellement dans la noblesse d'Empire en obtenant le titre de duc de Montebello par décret impérial du 19 mars 1808. Jean Lannes, il est issu d'une famille modeste et il devient donc un noble et il obtient donc, comme la coutume le veut, terre et privilèges. Mais une nouvelle fois, l'histoire se répète et Lannes doit maintenant se rendre en Espagne. Il connaît un peu l'Espagne, il a vécu dans le Gers. Nous sommes en 1808 et la France est engagée dans le bourbier espagnol. Lannes va s'illustrer lors du siège de Saragosse entre décembre 1808 et février 1809. Lannes réussit là où 3 maréchaux ont échoué, mais au prix quand même de 50 000 Espagnols tués, une ville dévastée et un sentiment anti-français toujours plus fort. Lannes ne restera pas en Espagne et va devoir s'engager dans sa dernière campagne, celle d'Allemagne et d'Autriche. Les Autrichiens veulent à tout prix venger l'affront d'Austerlitz et la guerre est une nouvelle fois engagée. Napoléon, comme à son habitude, s'élance et Lannes participe aux victoires d'Eckmühl et de Ratisbonne, mais un terrible engagement s'annonce, c'est la bataille d'Essling les 21 et 22 mars 1809. Cette bataille, elle est importante car pour la première fois, la Grande Armée, elle ne connaît pas le succès, on va même dire qu'elle connaît un échec. Au cours de cet engagement, les Français sont en difficulté. Les troupes de Lannes se défendent pied à pied. Lannes tente de reprendre le village d'Essling, qui est en partie aux mains des Autrichiens. Vous imaginez, c'est pas du combat de rue, mais c'est vraiment presque du corps à corps. Il assiste pendant les combats à une conversation à la mort de son ancien instructeur et ami qui s'appelle le général Pouzet, qui a été touché d'une balle en plein front. Vous constatez que nous avons à l'époque des généraux qui sont proches du champ de bataille. Pour être tué en plein front, il faut vraiment avoir une proximité avec les combats. Ce ne sont pas des planqués. Non, voilà, tout à fait. Jean Lannes, qui est perturbé parce qu'il vient de perdre un ami, il prend quelques minutes pour récupérer, il s'assoit, il croise les jambes, quand tout d'un coup, un boulet de canon autrichien ricoche et fauche les jambes du maréchal Lannes à la hauteur des genoux. Le maréchal tombe, mais il ne se rend pas compte tout de suite de l'étendue de ses blessures. Il dit « Je suis blessé, c'est peu de choses, donnez-moi la main pour m'aider à me relever ». Mais vous imaginez que les blessures sont graves, ces hommes n'arrivent pas à le relever. Napoléon, au même moment, un peu de temps après, mène un conseil de guerre avec ses maréchaux, mais, bizarrement, Lannes est absent. La nouvelle commence un peu à se répandre et Larrey, qui est le chirurgien en chef de la garde impériale, se rend au chevet du maréchal Lannes et il constate l'étendue des dégâts et il faut pratiquer une amputation. Celle-ci est pratiquée rapidement en moins de 2 minutes. Napoléon, sur le champ de bataille, apprend la nouvelle et chose inédite, il fond en larmes. Il sait que son ami, que l'un de ses généraux les plus prestigieux n'est pas dans la meilleure des formes, il est presque sur le point de mourir, donc il se précipite auprès de son ami, tente de le rassurer, mais Lannes, il n'est pas dupe, il a en fait une jambe amputée et une autre qui est en charpie, et durant son agonie, Napoléon se rend à son chevet et son état semble s'améliorer, bizarrement, jusqu'au 28 mai, où là, une fièvre se déclare, en fait, Lannes est atteint par la gangrène. Lannes, avant d'être pris par des délires, demande à voir Napoléon, et une dernière fois, il s'approche du mourant, donc Napoléon se penche vers son ami, mais il n'arrive pas à percevoir des mots. On pense que Lannes hallucine, mais il arrive à entendre quand même les mots « ma femme ». Quand je vous ai dit qu'il était très proche de son épouse, vous voyez, c'est un de ses plus douloureux témoignages. Nous sommes aux premières heures du 31 mai 1809 et Jean Lannes, le maréchal et duc de Montebello, qui est appelé le Roland de l'armée, l'Ajax de la Grande Armée ou le brave des braves, s'éteint, la tête posée contre l'épaule de son aide de camp. Il n'a que 40 ans. Napoléon, en apprenant la nouvelle, est inconsolable et il adresse ses condoléances à Madame la maréchale. Je cite, « Ma cousine, le maréchal, est mort ce matin des blessures qu'il a reçues sur le champ d'honneur. Ma peine égale la vôtre. Je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. Sa famille et ses enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection. » Napoléon souhaite lui rendre un légitime hommage et il décide d'inhumer le maréchal au Panthéon le 6 juillet 1810. Et l'éloge est prononcé par Davout, comme je vous l'ai dit, c'est le maréchal de fer. Comme Napoléon l'a promis, la famille de Jean Lannes bénéficia d'une attention toute particulière. Louise Lannes devint d'ailleurs la première dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise.
Avec la disparition de l'âne, Napoléon perd bien sûr l'un de ses plus prestigieux généraux. Dans ses mémoires à Sainte-Hélène, il aura une phrase maintenant entrée dans la postérité parce qu'il cite son ami en des termes très élogieux. « Je l'ai trouvé pygmée, je l'ai perdu géant ». Entre la mort de l'âne, qui est survenue le 31 mai 1809, et la fin de l'Empire en 1815, bien sûr, l'épopée napoléonienne, vous vous en doutez, s'est poursuivie. Il y a eu la campagne du Roussy, la bataille de Waterloo. Et il est bien sûr impossible de savoir si le maréchal Lannes aurait pu inverser le sens de l'histoire. Probablement pas. Et remporter des batailles décisives, ce qui aurait pu peut-être être le cas. Mais il est sûr que son expérience et sa bravoure, et surtout sa loyauté, manquèrent à la Grande Armée. Alors bien sûr, d'autres maréchaux, au premier rang desquels Davout, Ney, Murat, ont joué des rôles majeurs dans la suite de l'Empire, militairement et politiquement, puisqu'ils avaient des... Bien sûr. Joachim Murat était roi, vous voyez. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Merci Julien pour cet exposé sur le maréchal Lannes, sur ce grand personnage de l'Empire, sur ce baron de l'Empire, du premier Empire français. On te retrouve le 3 juin prochain, Julien. Alors le 10, parce que le 3 juin, je serai en voyage de noces. Ah d'accord, ok. Ah oui, exactement, le 10 juin. Le 10 juin. Le 10 juin, et donc tu vas nous parler de la fameuse rencontre du drap d'or entre François Ier et Henri VIII. Ça s'est passé du 7 juin au 24 juin 1520. Et on va parler de diplomatie, d'intrigue et de faste royale. Enfin, c'est des jours qui ont marqué l'histoire de la France et d'Angleterre. Et de l'Europe, donc. Et de l'Europe, voilà. Et donc on a deux grands d'Europe qui doivent sceller une alliance contre Charles Quint. Donc on va voir tout ça et on va en parler sur les causes, les conséquences et surtout l'organisation de la diplomatie au XVIe siècle. C'est passionnant, c'est comme Game of Thrones. Eh ben écoute, c'est super, c'est une rencontre entre François Ier et Henri VIII. On parle de ça le 10 juin. Merci Julien en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Vous m'avez fait un petit gâteau ? Oui, tout à fait. Maintenant, on va aller souffler la bougie et puis on va prendre des nouvelles du petit Jean-Claude, né le 12 février 1799. Il est pas très bien, il paraît. il est pas en forme. Bon, en tout cas, merci. 19h ce soir, c'est la note bleue. Là, ce sera de la musique, ce sera du jazz. C'est l'ami Christian qui vient pour nous parler de jazz et de bossa nova. Ce soir, émission très qualitative sur le jazz et on retrouve donc Julien le 10 juin à 13h. Et puis d'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur le 92.1 sur radiograndlac.com. C'est la radio autrement, c'est la radio de la bonne humeur, c'est la radio de l'amitié. Et de la proximité. Et de la proximité, tout à fait. Il y en a encore tellement de choses à vivre ensemble, à partager ensemble. On a hâte. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.